Stay with the High Lord. You will be safe. Humans have no say in the law of dragons. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Fond du Chaudron. Ici, on vous parle de fées, de dragons, de loups-garous et de sorcières. Bref, des lectures de notre book club fantasy pour la plupart en anglais et quelques-unes en français. Le principe est simple, un thème, 4 lectrices, 4 questions auxquelles on répond à tour de rôle. Je suis Lucie et je suis accompagnée de Blandine, Claire et Oriane. Claire a inventé le concept d'économiser son livre qui veut qu'on ne lise pas trop vite dans la crainte de se retrouver désœuvré. Première sur le pont des théories, elle apprécie particulièrement que les personnages souffrent. Salut Claire. Salut. Oriane est en pleine panne de lecture et cherche son hangover book. En attendant, elle commence un épisode par jour, ce qui est une mauvaise idée, et met sur Wattpad des traductions décentes des chapitres bonus de Hakotar, et on la remercie pour ça. Salut Oriane. Salut. Blandine lit tout et surtout n'importe quoi. Sa devise, finir ou périr. Elle a déjà écrit 3 fois le même livre, en français, en anglais et en mandarin, parce qu'ils n'ont évidemment pas les mêmes titres, mais garde l'ambition d'arriver un jour au bout de sa palle. Coucou Blandine. Salut. Quant à moi, je suis celle qui les alimente en fanfic, en TikTok idiot, en suggestions de lecture pour se vider le cerveau. Je suis le book goblin, je suis toujours prête à phosphorer et à imiter des armoires. Spécialiste autoproclamée pop culture Twilight et Taylor Swift. Bonjour à moi-même. Salut Lucie. Le thème de ce nouvel épisode, c'est Iron Flame. Avant d'enchaîner avec nos questions, qu'est-ce que c'est Iron Flame? Et c'est Oriane qui va nous expliquer tout ça. Alors Iron Flame, c'est le tome 2 de la saga The Empyrean qui a été écrite par Rebecca Yarros et qui, à la fin, comptera 5 tomes. Si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument commencer par le tome 1 qui s'appelle Fourth Wing. Et quand vous l'aurez terminé, vous pourrez écouter l'épisode du Fond du Chaudron qui lui est dédié. Promis, il est super. En attendant, Iron Flame, il est sorti en anglais en février 2024, quelques mois seulement après le tome 1. Et Yarros a reconnu en interview qu'elle s'était cramée en l'écrivant parce qu'il est sorti vraiment très peu de temps après. Il vient de sortir en français, le 5 juin, et c'est la maison d'édition Hugo Roman qui l'a publié. Le tome 3, Onyx Storm, est prévu pour le 21 janvier 2025 en anglais, ce qui veut dire qu'on a encore beaucoup de temps devant nous pour faire des spéculations et des théories, parce que si vous avez lu Iron Flame, vous savez, comme nous, que les problèmes ne font que commencer. Je passe la parole à Claire qui va vous faire le pitch du livre. Pour vous faire le pitch, on va être obligé de vous spoiler Fourth Wing et Iron Flame, donc si vous ne les avez pas encore lus et que vous comptez le faire, c'est le moment d'arrêter votre écoute et de revenir plus tard pour débriefer avec nous. C'est bon? Vous êtes partis? Go! Alors, Fourth Wing s'était terminé sur un cliffhanger incroyable. Brennan, le frère de Violette, qu'on croyait mort depuis 6 ans, est en vie. Et il est un membre actif de la Révolution. Ça fait beaucoup pour Violette, qui vient d'échapper à la mort suite au combat avec les Venins, durant lequel son ami Liam est mort, et se sent trahie par les omissions avec des guillemets de Xaden. Mais elle doit retourner à Basgap et faire comme si tout était normal. Là, elle va devoir gérer Dane, qu'elle a envie d'étriper, le colonel Aethos, qui veut la faire taire, et en plus d'un dragon adolescent, un deuxième obligé de vivre une relation à distance, ses amis auxquels elle doit mentir pour les protéger, et le très méchant Major Varish. Comme d'habitude, on va poser chacune une question. Mais avant d'enchaîner, il y a une chose à laquelle on a tout envie de répondre, à savoir... Quel est le deuxième pouvoir de Violette? Vas-y Lucie, tu me sembles assez centrée. C'est une des questions principales. Et dans toutes les interviews, Rebecca Yarros a dit que les indices étaient dans le 2e tome de la série. Il faut vraiment, en essayant de relire, en essayant de retrouver des choses, en analysant certaines scènes, moi je suis persuadée que son pouvoir, c'est vraiment cette capacité à soit servir de tremplin, de booster, ou à influencer les gens sur leur pouvoir. Voilà, je pense vraiment qu'elle sert de... Je ne sais pas comment l'exprimer en fait. Qu'est-ce que tu entends par influencer? Quand je dis influencer, je pense par exemple à cette scène où cette histoire d'épée là, à récupérer, à faire passer à travers le mur et tout ça, et
En gros, elle sert vraiment de booster, de potion magique, là. Rhiannon n'avait jamais réussi jusqu'à présent à récupérer C'est un ça. truc à travers un C'est mur. ça. Et donc, C'est ça. le fait que la Exactement. présence de Violette soit à côté et qu'elle en ait vraiment, vraiment besoin, ça stimule le pouvoir de Rhiannon pour qu'elle puisse récupérer la dague. Et Exactement de la même manière que ça stimule le pouvoir de Mira au moment où elle est en train d'affronter le venin chez Tecarus. Et Mira, normalement, ne sait pas faire des wards. Elle ne sait pas construire des barrières ou des protections. Je ne sais pas quelle sera la traduction française quand elle est dans les wards. Mais là, tout d'un coup, avec Violette à côté, elle arrive à créer une sorte de petite bulle de protection dans laquelle elle se retrouve avec Brennan à ce moment-là. Et est-ce qu'il n'y a pas un des pouvoirs des personnages là, qui sont dans la scène d'interrogation? Il n'y a pas une histoire, pas la première, hein, celle où elle voit Liam, justement. Nora est une True Stellars et Varish voit les faiblesses des gens. Ouais, mais il y a 2 soldats, il y a Nora et il y a un mec aussi. Oui, mais le mec, je crois pas qu'on ait connaissance de C'est son tous les souvenir. 2 des True Stellars, je crois. Et je me demandais si le fait qu'elle voit Liam n'était pas une espèce d'extension du pouvoir de quelqu'un d'autre qui serait dans cette scène-là. Alors, je te rejoins tout à fait là-dessus, puisque moi, la réponse à cette question, pour moi, alors c'est un peu un mix de tout ce que tu étais en train de dire. Et pour moi, c'est plutôt sa capacité à... enfin, j'en ai aucune idée, mais j'ai l'impression qu'elle a une capacité à utiliser le pouvoir des autres, en fait, qui serait à proximité, mais sans forcément que ce soit conscient. Mais du coup, ça rejoint toutes vos théories à base de Mira, elle n'est pas capable de créer un world. Ouais, en fait, c'est pas Mira qui le fait à ce moment-là. En fait, c'est Violette, mais sans le savoir. Dans la scène de l'interrogation, elle voit Liam parce qu'en fait, elle se sert du pouvoir d'un des gardes qui est autour, qui lui aurait le pouvoir de voir les morts. Dans la scène où, au niveau du flight jacket, Rhiannon arrive à récupérer la dague et tout. Moi, j'avais plutôt cette impression que du coup, c'est Violet qui a le pouvoir de, par volonté profonde, même sans savoir ce qu'elle veut, arrive à faire que la dague, elle disparaisse à travers le mur et atterrisse dans la chambre de Rhiannon parce que la chambre, elle est juste derrière le mur et voilà. Moi, j'avais vraiment ce côté un peu... Alors, de toute façon, c'est lié, je pense, au pouvoir des autres. Qu'il l'entoure, que ce soit le fait que soit c'est un booster, soit elle peut se servir du pouvoir des autres. Moi, dans les scènes où elle est avec Zeden, c'est quand même assez très marqué, où elle arrive à... Alors, elle s'empare pas de son pouvoir des ombres, mais elle s'empare du pouvoir du deuxième signate de Zeden, donc qu'on découvre aussi dans Iron Flame. Après, moi, je suis pas d'accord avec le terme s'emparer parce que ce serait un siphon, et c'en est pas un, mais ce serait plutôt un amplificateur, en fait. Non, Parce que c'est pas... les personnes sont toujours... elles gèrent toujours leur pouvoir, il est juste, Oui. il est juste décuplé. Comme quand Oui. Zayden arrive à lui faire entendre ses pensées à lui. Oui, mais c'est pas s'emparer dans le sens elle leur vole, c'est genre elle peut leur emprunter. En tout cas, les copier, vois les dupliquer. Claire a raison, elle s'en sert pas, elle vraiment, elle les amplifie. Elle peut même Elle pas... s'en sert moi, pas consciemment. Je voudrais juste revenir sur un truc, peut-être sur les prémices de ces histoires de pouvoir et de signet. C'est-à-dire que c'est dit extrêmement explicitement dans le livre que les Riders développent des pouvoirs qui sont en lien avec ce qu'ils sont profondément et ce dont ils ont besoin. C'est vraiment martelé dans le sens où c'est dit, écrit, répété, je pense au moins 4-5 fois dans le livre, que ça vient notamment au moment de l'interrogatoire avec Varish, que la plus grande faiblesse de Violette, c'est les autres et c'est les liens qu'elle a avec les autres. Pour moi, il y a beaucoup d'indices qui vont dans le sens de, effectivement, son deuxième pouvoir, il va être en rapport avec les autres. Après, moi, il y a autre chose qui m'intéresse, c'est que je trouve que la scène hyper emblématique de Iron Flame sur le trône, elle est vraiment en miroir de la scène du baiser dans Force Wing. Et je trouve que ça en fait un indice vraiment intéressant. Pour moi, elles se répondent l'une l'autre dans leur intensité, dans le moment où elles arrivent. Et donc, pour moi, ce qui se passe à ce moment-là, c'est exactement le moment où le pouvoir de Violette se manifeste. Ce qu'ils disent quand même aussi très bien, c'est oui, c'est ce dont le rider a besoin et ce avec qui il est et tout, mais ça n'a rien à voir avec le dragon en lui-même et la personnalité, et un rider avec le même, enfin deux riders différents avec le même dragon parce que le rider sera mort avec tout ce que tu veux. Enfin, le précédent rider de Tern n'avait pas du tout les mêmes pouvoirs et n'avait pas le lightning pouvoir de Violette. Et c'est pas Tern qui lui a donné le pouvoir de Lightning, c'est vraiment le fait que juste elle channel un dragon et enfin
Donc oui, il y a Rose, le gaélique, Terne, ça veut dire la foudre, enfin, ok, super. Et Mandarna, déjà, on sait pas trop ce que ça veut dire. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui ont traduit ça. Dorna, c'est second honneur. Ouais, second Ok, honneur, ouais. super, très bien, très aidant par rapport au reste. Hein, Bah, voilà. très probablement lié au fait qu'elle est la deuxième iridescente à monter des wards, en fait. Non mais on est d'accord, mais du coup, ça aide pas sur le signal de Violette, là où Terne, Ouais, ça, t'étais là. Ok, on Probablement peut pas. se douter de trucs, quoi, tu vois. Claire, toi, ta théorie? Ouais, alors moi je pense vraiment, je veux vraiment dissocier ça du siphon qui peut s'accaparer les pouvoirs des autres. Là, enfin, j'aime bien cette idée de booster. En fait aussi, c'est ce dont ils ont besoin. Et Violette, dans ce tome-là, elle a, je pense, un gros problème de confiance en elle à un moment parce qu'elle arrête pas d'enchaîner en fait des galères. Où elle traduit mal, sa première traduction du texte est fausse, elle n'arrive pas à complètement mettre les protections. Elle est jalouse de Kat, elle est dans Voilà, elle est l'insécurité jalouse, par rapport à sa relation amoureuse avec Zeden, non? Donc, et en fait, on la voit un peu booster la confiance en eux d'Outriders. Donc, ouais, peut-être un truc basé sur la confiance, en fait, qui te ferait, du coup, surpasser ton pouvoir habituel, en fait. Et est-ce que justement on pourrait pas relier ça au fait que, donc à la toute fin, on découvre que les cauchemars qu'elle a eus pendant tout le bouquin, c'était pas les siens, De Xaden. c'est ceux de C'est pas Zayden. tout à fait vrai. Non, il y en a certains qui sont à Pas elle et il y en tout, a certains mais qui sont à une Zayden. partie, ils sont clairement à lui. Et est-ce que, alors, il y a la question de la distance et tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas son signet à lui et son deuxième signet à elle qui se mélangent pour faire, à travers leur lien, hein, à travers leur dragon, voilà, est-ce que tout est lié en fait? Ou alors, ou est-ce qu'on est en train de se monter de bourrichon sur des trucs auxquels Rebecca n'aurait absolument pas pensé? Il y a un autre épisode qui est hyper intéressant sur le signet, c'est quand elle va chez Tecarus, chez le vicomte Tecarus, et qui lui dit que lui, son pouvoir à lui, c'est de savoir ce que les gens désirent le plus, et qui lui propose la paix pour elle et toutes les personnes qu'elle aime. Et ça va hyper bien avec cette idée qu'elle est un amplifieur de pouvoir des autres, parce que ça permet aux autres peut-être de mieux se protéger, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui marche bien, je trouve, avec ça. Ouais, et en parlant du vicomte Tecarus, il y a pas mal de nouveaux personnages dans Iron Flame. Moi j'ai une question pour vous, c'est qui est votre personnage préféré et surtout pourquoi? Est-ce que Blandine, tu veux répondre? Oui, alors c'est bête parce qu'on vient d'en parler pendant en long, en large et en travers pendant 10 minutes, un quart d'heure. Moi, mon personnage préféré, je suis désolée, c'est Violette. Alors après, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec ce qu'elle fait dans Iron Flame, mais Violette, elle est atteinte du syndrome Ehlers dans l'os, même si c'est pas dit. Ma fille est atteinte du syndrome Ehlers dans l'os. Je vous avoue que ma fille ayant 10 ans, elle n'est pas forcément capable de très bien écrimer les douleurs et les challenges qu'elle ressent au quotidien. Et Yaros a écrit Violette en partant de sa propre expérience à elle aussi, puisque Yaros est également atteinte du syndrome Ehlers-Danlos. Et moi, ça m'a fait énormément de bien de lire des mots d'adultes qui exprimaient la difficulté et les douleurs au quotidien et la lassitude qu'il y a de devoir s'occuper de ses ligaments, etc. Alors moi, ma fille, c'est pas elle qui le fait, c'est moi qui le fais pour elle. Et donc la lassitude, elle est peut-être un peu déplacée, et voilà. Mais toujours est-il que c'était... Enfin, pour moi, c'est un personnage qui est hyper important dans la représentation du handicap invisible. Que ça soit pas forcément que ma fille, elle a un souci. Et je trouve que c'est quelqu'un, en plus, enfin, voilà, ce personnage, c'est quelqu'un qui est jeune, qui fait des erreurs, qui fait des erreurs de jeune personne, et en même temps qui apprend. Et voilà, et elle a beaucoup d'humour quand même. Et en plus, elle réagit super bien à l'humour des autres personnages. Et elle dit souvent, voilà, Ridoc, il la fait rire. Enfin, voilà, elle a toujours ce côté où on sent que vraiment, quelque part, c'est quelqu'un de gentil et qu'elle aime les autres. Mais voilà, moi, mon personnage préféré, c'est Violette. Et Claire, toi, c'est qui ton personnage préféré? J'ai un gentil et un méchant. Donc le gentil, bah, c'est Ridoc, parce que vraiment, c'est le ressort comique du livre. Il découpille toutes les situations vraiment reloues et il a vraiment plein de bonnes répliques. Il me fait trop rire.
ça marche à chaque fois. Il exaspère aussi tout le monde à force de faire le pitre tout le temps. Genre, il y a un moment, Brennan pose une vraie question au battle brief et Ridoc répond n'importe quoi et on voit Brennan se pincer l'arête du nez. Donc Ridoc, bon, je trouve qu'on a besoin aussi de moments où on relâche la pression parce qu'il se passe encore une fois comme dans Force Wing. Il n'y a pas vraiment de temps creux dans le livre, il se passe toujours des trucs, on apprend toujours des trucs importants et il y a quand même beaucoup d'enchaînements de scènes d'action et de scènes de tension. Donc on a vraiment besoin d'un Ridoc et j'espère que tout le monde a un Ridoc dans sa vie. Oui, c'est Lucie. Ouais, c'est Lucie. Mais ça me fait trop plaisir que vous disiez ça. C'est un très beau compliment. J'espère être le Ridoc de vos vies. Il est méchant. Ah oui, mais je sais qu'on va avoir les mêmes réponses. Mais évidemment, le méchant, c'est Varish. Je trouve qu'elle a écrit un très très bon méchant. Il a un côté un peu doucereux, vraiment horrible. Je trouve qu'il fonctionne très bien et c'est bien qu'elle ait mis un nouveau méchant parce que Melgren, oui, c'est un peu un méchant, mais on n'en voit pas grand-chose. Alors que Varish, bah évidemment la scène de torture, mais toutes les autres scènes où on le voit avant même, on le sent arriver, on sent qu'il est sournois et qu'il va nous la faire à l'envers et il y arrive très très bien. Et cette scène de torture était très très bien écrite aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce moment. Et toi, Lucie? Des réponses très similaires aux tiennes. Ça m'étonne pas que tu aies aimé la scène de torture, puisque hop, un personnage qui souffre. J'ai, moi aussi, vraiment apprécié qu'on ait un vrai méchant, pervers, dégueulasse, tu le vois arriver, t'es là, il te dégoûte parce tu sais qu'il a peur de rien. Il va quand même très très loin en termes avec les dragons. Je veux dire, il faut que Tern, limite, décapite son dragon pour que lui dise « Ok, c'est bon, je me calme ». Je l'ai réécouté cette scène tout à l'heure. J'étais vraiment... ça m'arrive pas souvent. Et j'étais vraiment prise dedans. Et j'étais vraiment limite angoissée, en fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est souvent édulcoré dans la fantasy récente. En tout cas, les méchants... Pas toujours, hein, mais en tout cas, dans ce que j'ai lu, les méchants peuvent parfois être un peu pas assez méchants. Et je trouve que ça fait écho à la violence de cette école qui est Basgiath, où quand même, on a des jeunes, des très jeunes, hein, qui meurent tous les jours. Ils seront oubliés à part par les gens de leur famille. Ça, moi, je trouve ça d'une violence... s'en prend un peu plein la gueule, je trouve. Et je trouve que l'existence de ce méchant et la façon dont il a été écrit, c'est pas nécessairement le meilleur méchant, etc., mais c'est un bon méchant. Et je trouve qu'il fait aussi ressortir des choses chez les autres personnages qui sont hyper intéressants. Ça a été une excellente surprise d'apprécier un méchant comme ça. Donc je suis bien contente de ne pas être la seule. Et tout ça qui cache vraiment quelque chose de totalement... Ah oui, ils se font dans la masse. Hein. Ils se font dans la masse. On ne le voit pas apparaître, sauf quand il choisit d'apparaître et d'interagir avec les autres personnages, avec ce que j'entends, en tout cas, quand je lis, j'entends les voix, et ce que j'entends comme une voix mielleuse, doucereuse, Horrible. et qui te fout les poils, quoi. Et je trouve qu'il y a un truc qui est très fort dans la façon dont Yaros a écrit Varish, qui est que tu sens qu'il a quelque chose de monstrueux, parce qu'elle te fait comprendre que le lien qu'il a avec son dragon, c'est pas le lien qu'il devrait avoir. Parce que Varish a une sorte d'emprise sur Solas qui est extrêmement inhabituelle par rapport à ce qui est décrit des autres relations. Et je trouve que d'avoir réussi à construire cette bizarrerie dans le monde qu'elle a créé, je trouve ça très très fort. Et ça lui fait un lien avec Violette, d'ailleurs, parce que le lien de Violette avec ses deux dragons, il est différent du lien des autres avec leurs dragons. Ouais, mais Varish, à un moment donné, il fait quand même un truc, il fait une réflexion à Violette où il lui dit tu es soumise aux impulsions de Tern parce que tu es que en deuxième année et que t'as pas appris à monter tes barrages mentaux pour pouvoir y résister, etc. Donc il lui fait... Bon, il le dit pas comme ça, mais bien évidemment, il fait cette réflexion et en lui disant certains d'entre nous ne subissent pas l'influence de leur dragon, mais influencent leur dragon. Et très clairement, il est en train de parler de lui avec Solas. Absolument. Et il vient vraiment défier l'accord qui a été passé entre The Empyrean et les Riders avec ce genre de propos. Et c'est pas dit explicitement, mais tu sens bien que c'est pas les termes dans lesquels le lien entre dragons et Riders doit exister normalement. Ils n'ont pas signé le même contrat. Et non. Mais du coup, toi, Oriane, c'est qui ton coup de cœur en personnage? Moi, j'ai
je trouve que c'est vraiment très dur d'avoir un personnage préféré dans cette saga parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui sont géniaux, bien écrits, attachants, différents. Après, j'ai une tendresse particulière pour 2 personnages, donc je vais tricher, je vais en donner 2. Imogen est géniale. Parce que moi, Violette, elle m'énerve un peu. Elle me saoule parce qu'elle est là, elle tergiverse, gna 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 gna, mais ceci et cela. Et Imogen, elle arrive et elle lui sort des dingueries. Des espèces de burn de l'enfer, c'est quand elle lui dit bon écoute Violette, si tu voulais une relation normale, tu serais sortie avec Dane, et donc en fait là t'as choisi Zayden, donc t'es mignonne, mais tu voulais pas normal, et t'es là, eh ben oui, merci Imogen, merci. Le roast, quoi. Ah, ça, Ouais. c'était absolument parfait. Ça, Mais elle le c'était- fait tout le temps. mais Elle oui. la roast tout le temps. Exactement, moi elle la rose tout le temps, et j'adore quand elle dit à Violette, elle commence à l'apprécier, que Violette est pour elle un acquired taste, tu vois, genre que c'est comme le café, t'aimes pas ça tout de suite, il faut t'habituer avant d'apprécier, tu vois. C'est ça. Franchement, j'adore. Pour moi, c'est ce truc d'une relation changeante. Je trouve que c'est un super personnage féminin par ailleurs. J'espère qu'il va se passer des choses entre elle et Garrick. Imogen et Garrick. Je suis pas fond. Ah, c'est marrant, ouais. je shippais Imogen et Body, mais ok, pourquoi pas. Ah non. Attends, non, Ils elle sont a dit frères ah non. et frères et sœurs. Ils sont... C'est familier. Non, mais en entre eux, plus, je trouve. Zayden l'a dit à Violette dans la scène de jalousie. Ah, tu sais, quand le moment où Violette est là, ah, mais Imogen, elle est à fond sur toi. Sors-moi de l'équation et réfléchis à ce que t'as vu. Tu vois. Et elle est là. genre, Ah ouais, je l'avais pas celle-ci, tu vois. Oui, c'est vrai. Il lui dit texto, non mais c'est pas moi qu'elle regarde, c'est l'autre mec torse nu, quoi. Et là, tu vois la lumière s'allumer dans la tête de Violette. Mais c'est Garrick. Ouais, du coup, Oh, Landine, est-ce que tu es team Violette, team Imogen, team Varys? Alors, moi, j'adore Imogen, vraiment, elle me fait énormément rire. Après, là, on parle que de toute façon des personnages préférés humains, très visiblement. Ah non. Laissez-moi y venir. Laissez-moi y venir. Attends, parce que du coup, je suis désolée, mais d'avoir relu First Wing, enfin, moi, j'ai relu Andarna et je me suis... Enfin, on parle de Ridoc, mais en termes de soulagement émotionnel de Momentum, Andarna, elle est quand même magistrale. Grave. Ah, C'est vraiment une adolescente. Elle est tellement Mm. bien écrite comme adolescente. Tu vois, Lucie, tu disais dans notre précédent épisode de podcast que tu adorais quand les enfants étaient bien écrits. C'est vrai que c'est rare d'avoir des enfants bien écrits. Je pense que c'est tout aussi rare d'avoir des adolescents bien écrits. Et vraiment, Andarna, c'est une masterclass d'écriture d'un personnage adolescent. Et le meilleur moment, moi, le truc qui me fait hurler de rire, c'est quand elle a tout le temps besoin de manger. Des moutons. ah, ça c'est toi. Ah, moi, c'est quand elle répond à terme. Je suis désolée, mais genre, c'est sa Aussi, figure aussi. paternelle et en même temps, c'est un mix de figure Aussi. paternelle et de grand frère. Et quand elle lui répond en lui disant tu me laisses jamais rien faire de drôle, bah, franchement, moi, ça me fait mourir de rire. Enfin, vraiment, c'est tu la vois physiquement, genre, ah, t'es un sale petit. T'es un rabat-joie. Comment ça, il faut que je me lave les dents avant de dormir? Vraiment. Outrage. Du coup, Oriane, Non, ton moi, deuxième perso préféré, c'était Andarna aussi. Non. Ah non, pas du tout. Moi, c'est Sgaïl. Ah, Ah bah ouais. pourquoi? En Dis-nous fait, pourquoi. en vrai, c'est pas vrai. En vrai, j'ai eu beaucoup de mal à décider pour mon deuxième personnage préféré entre Sgaïl et Catriona. Parce que je trouve que Catriona, c'est un super personnage. Tu sens qu'en fait, tôt ou tard, elles vont devenir BFF avec Violette. Ça va probablement prendre encore 3 tomes. On a besoin d'elle pour les runes parce que visiblement, c'est la seule qui dose le truc. Catriona, je crois en elle. Je pense son arc va être hyper intéressant parce que ce qui s'est passé déjà juste en un tome est cinglé. Donc, j'attends beaucoup de Catriona. Mais j'adore Sgaïl. Genre, vraiment, j'adore Sgaïl. Et en particulier depuis le chapitre bonus qui est du POV de Zayden, où tu te rends compte qu'en fait, elle lui parle comme une espèce d'aristo, vaguement incommodée par le rider qu'elle a choisi, qu'elle aime beaucoup, mais elle peut pas en dire trop, tu vois, parce qu'elle est pas démonstrative. Et j'adore cette espèce de retenue, tu vois. Et elle sort aussi des dingueries à Violette, donc moi, j'aime bien les gens qui malmènent un peu Violette, visiblement. Notamment le moment où Violette dit, en parlant de Sgaïl, « Ah, je commence à m'attacher à elle. » Et Sgaïl répond, « Oui, comme une tumeur. » Comme une tumeur, ouais. Oui. Ça, c'est C'est pas vrai. grandiose. Il y a ça. Grandiose. À un moment donné aussi, elle dit un truc du genre Violette lui parle pour faire céder Zayden sur un sujet et Sgaïl finit par céder en lui disant Ok, je vais lui dire un truc, mais alors juste pour que cette conversation cesse, s'il vous plaît. Tu vois, genre, elle supporte plus. Genre, elle est elle a cette- vraiment là en mode. Alors, par contre, déjà, tu m'adresses la parole en direct, on est sur un délire.
Genre, faut mais que c'est la conversation se teste, tu vois. Mais pour moi, elle a vraiment cette Ouais. espèce d'énergie de grande bourgeoise à base de me faites pas chier. Et en parlant de bourgeoisie, je suis désolée, mais à un moment donné, quand même, Tern et Sgail se fritent. Et quand ils se fritent, ils dressent tous les deux des murs et ils coupent Zeden et Violette des bandes. Donc, Violette ne peut pas savoir ce que Tern dit, pense ou est. Zeden ne peut pas. Ils sont à Arecia à ce moment-là et que Zeden vient de rentrer d'une mission un peu particulière et c'est dans la deuxième partie de Iron Flame. Ils ont perdu un rider ou un flyer, je sais pas, mais bon, ça s'est mal passé globalement. Et genre, Tern et Sgail se fritent. Du coup, ils coupent la communication entre Zeden, Sgail et Violette, Tern. Et ça fait vraiment très genre, c'est porte fermée, tu vois, genre quand on s'engueule, on va pas On lave pas son linge sale. on lâche pas son en public. Exactement. C'est encore très peu abordé, tout l'aspect politique Ouais. des dragons et leur fonctionnement, mais Mm. qui ne nous dit pas qu'ils sont une sorte de noblesse, une sorte de bourgeoisie qui, en plus, s'abaisse à aller se lier à des êtres humains. Ah bah c'est clair. sauver le monde, Enfin, je quoi. pense que genre vraiment il y a 600 ans ils se sont dit ok on n'a pas le choix faut qu'on se mette avec des enfin avec des humains pour en faire des riders pour se battre contre les Venom mais c'était Mais pas seulement les forcément un meilleurs. truc voulu. Et alors moi je ship Catriona et Dane Alors, ça serait magique. Non. parce que Iron Flame c'est quand même la rédemption de Dane et je suis désolée on revient sur Non. Force Swing. Mais Catriona et Dane ce serait magique. Alors, ça serait magique, mais je pense qu'il a la personnalité d'une serpillière et Mais elle va le défoncer, quoi. Mais très Mais bien. Catriona mérite mieux. Catriona aura Arik, au moins. Tu vois. Ah bah, ouais. elle accéderait à son désir de Ah de royauté. She's here for the crown. Elle veut une couronne. Ah ouais, non mais carrément, mais oui, Ouais. mais vous Ouais, avez ouais. totalement raison. Et toi, Blandine, c'était quoi ta question? Alors, moi, ma question, ça concerne beaucoup l'école militaire de Basgas et notamment dans Iron Flame, on a deux parties. Une première partie où ils sont encore à Basgas et une deuxième partie où ils sont passés à Arecia et avec la rébellion. Parce qu'on est quand même sur une histoire d'apprentissage très scolaire avec des années, un peu comme à Poudlard avec Harry Potter. Et donc, je voulais savoir comment vous pensez que va se passer la troisième année de scolarité à Basgas. Alors, pour moi, évidemment, il y a deux possibilités, vu qu'on n'a pas trop d'informations sur l'état structurel de l'école. Effectivement, on est sur quelque chose qui se passe dans une école en 3 ans, donc licence parapet. Oui, ils peuvent retourner à Basgas et faire leur troisième année et devenir des lieutenants et être affectés à des endroits différents. Mais c'est évident que ça va pas être comme les autres années. Après, moi, je me demande si ça va pas être une année, en fait, comme dans Harry Potter, les personnages principaux ne font pas leur dernière année d'école. Je serais pas étonnée qu'il y ait quelque chose comme, pas une année blanche, mais ça va clairement énormément changer et je pense que c'est évident que soit il faut que Basgas change de statut, ne soit pas plus qu'une école, mais aussi quelque chose qui doit rentrer dans le cadre de la rébellion, parce qu'il y a quand même pas mal de profs qui sont impliqués maintenant. Je les vois pas en fait faire comme si de rien n'était et faire genre ah non, on va faire un battle brief le mardi à 9h et puis ensuite il faudra aller vous entraîner. Et puis, enfin, il y a le côté scolaire devrait être amené à disparaître. Après, est-ce qu'il y en a qui vont être dans le déni et qui vont se voiler la face et qui vont faire non, c'est trop important et faire comme d'habitude, tout est possible. Moi, je suis d'accord avec Lucie, dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de germes qui laissent penser qu'il va y avoir une refondation de Basgat. Dans le sens où, donc quand il parle de Cleavebane, l'endroit où les Flyers, c'est-à-dire les Riders de Griffon, font leurs études, tu vois bien que il se passe des trucs, tu vois les engrenages bouger dans la tête de Sloane et dans la tête de Violette, où elles sont là genre, mais ok, en fait, on est vraiment des énormes barbares, tu vois. Et ça fait vraiment écho à la scène dans la partie 1 de Iron Flame,
où Rhiannon et Violette ont cette conversation sur est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de violence? Est-ce qu'on a besoin du gauntlet? Est-ce qu'on a besoin de voir des meufs super badass qui mériteraient d'être des rideuses mourir, etc. Et Violette, elle dit ma réponse va peut-être te surprendre, mais moi, ça a fait de moi une meilleure rideuse de l'avoir vue mourir. Mais je sais pas si la réponse de Violette, après avoir rencontré les Flyers, après avoir rencontré les Griffons, elle serait toujours la même. Et moi, je trouve qu'on a vraiment tous les éléments pour dire, OK, tout a été vraiment mis sans dessus-dessous et il y a tout qui est là pour créer un nouveau Basgiat, peut-être avec des Erasmus avec Cliff Bane, peut-être avec une ouverture des frontières. Enfin, et en plus, objectivement, ils ont encore les Griffons avec eux. La menace, elle est toujours là. Donc, quoi qu'il arrive, ils vont devoir les gérer, les Griffons. Ils vont pas les laisser sur le bord de la route. Ils avaient commencé un truc en commun à Aretia. Ils n'ont pas de raison de s'arrêter là. Ils se sont fait chier à essayer d'unifier. Et ils ont vraiment insisté sur le fait que c'était pas genre, vous n'allez pas être partenaire, vous n'allez pas faire équipe avec, vous allez unifier vos putains de brigades et vous n'allez pas nous faire chier. Il faut qu'il en reste quelque chose de ce move-là. Tu peux pas revenir en arrière et détruire un truc qui fait autant avancer le plot, je pense, de ce point de vue-là, sur les relations entre les Griffons, enfin les Riders de Dragons et les Flyers de Griffons. Je pense que ton histoire d'unification, elle fait un parallèle avec celle où ils doivent travailler avec l'infanterie et les scribes. Tu sais, quand ils ont deux cartes qui en fait sont pas les mêmes. Clairement, c'est OK, vous avez essayé, vous vous êtes planté la première fois, mais là, c'est pas juste un cours, c'est pas juste un examen, c'est beaucoup, beaucoup plus important. Et de toute façon, la structure de Basgiath, elle va changer puisque, alors, elle fait pas partie de l'équipe pédagogique, mais la mère de Violette, elle est plus là. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne sa place. C'est un peu la directrice du truc, quoi. Oui, pour le coup, c'est comme Dumbledore qui donne pas de cours à Poudlard. Hein. Enfin, en tout cas, elle est à la tête, elle chapeaute cette école et sa disparition fait que de toute façon, il va y avoir du mouvement. Elle est très peu présente, je trouve, quand même, académiquement, alors que Dumbledore, t'as vraiment l'impression qu'il manage plus. Je trouve t'as plus l'impression qu'elle est postée là parce que c'est aussi une base, mais qu'elle intervient assez peu sur les... Ah, mais alors, Claire, je veux bien avoir ton avis. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est vrai qu'elle a l'air un peu peu présente, mais elle vient quand même un peu resserrer la vis quand Aethos fait n'importe quoi au Wargame de l'année précédente, et du coup il se fait virer aussi. Donc c'est quand même elle qui décide un peu des lignes directrices quand même de l'école. Mais effectivement, ils vont devoir tout réorganiser, déjà de par son départ. Puis il n'y a plus elle, il n'y a plus Varish, il n'y a plus Aethos déjà depuis quelques mois. Ils vont adapter le battle brief, puisqu'ils sont... Maintenant, tout le monde est au courant de la situation, tout le monde sait qu'il y a des venins et qu'il y a des wyverns et tout ça. Donc, ils vont plus pouvoir raconter les mêmes mensonges pendant le battle brief. Il y a aussi, je pense qu'on a statué sur le fait que Carr était un professeur vraiment naze. Ah, c'est vrai. Il a Félix. Félix. Il a clairement dit à Violette qu'à son avis, Carr a super peur d'elle et c'est pour ça qu'il lui apprenait pas à maîtriser son pouvoir. Et là, je pense qu'on a vraiment besoin, elle a vraiment besoin d'apprendre à vraiment maîtriser son pouvoir. Elle a un peu commencé avec son enseignement avec Félix, mais il faut vraiment qu'elle continue, qu'elle apprenne à viser déjà avec ses éclairs. C'est bien beau. Ouais, non, il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent en tout cas l'enseignement, je pense, parce qu'ils ont continué aussi à Arecia. C'est un des premiers trucs qu'ils ont mis en place, même pris par surprise par l'arrivée de 100 jeunes qui débarquent là. Ils ont tout de suite réussi à mettre en place des cours dispensés par les profs qui ont déserté et aussi par les membres de la Révolution. Donc, ils ont tout de suite organisé ça. Tu voulais dire quoi, Oriane ? Je pense quand même qu'il y a un truc dont il faut qu'on parle sur la refondation de Basgiath, c'est que là, on parle beaucoup du cadran des Riders, mais en fait, on va quand même avoir un gros problème avec le cadran des scribes. Ouais, les scribes, ouais. Et toi, Blandine, t'en penses quoi ? Moi, je pense quand même que malgré tout, que ce soit par le biais de... on fait de Basgiath une nouvelle base pour la Révolution parce que Violette a remis en route les Wards, ou Basgiath c'est dans un phénomène de transformation et voilà, ça va évoluer et tout. Je pense que quand même, Yaros, elle est un peu dans une logique de... ce sont des années scolaires qu'il faut finir... contrairement à Harry Potter où on est sur du coup une plus longue durée, là on n'est que sur 3 ans, c'est une licence. Donc il faut vraiment la finir et surtout ils ont besoin de gens entre guillemets diplômés. Alors je mets ça avec plein de guillemets avec mes doigts, mais en tout cas ils ont besoin de gens ils n'ont pas besoin de deuxième année qui combattent des venins. Ils ont besoin de lieutenants. Et t'es lieutenant à la fin de ta 3e année. Et donc ils ont besoin d'officiers.
ils ont besoin de gens qui savent commander, ils ont besoin de cadres, ils ont besoin de managers. Et ça, tu l'as quand tu es de troisième année. Et voilà. Alors après, je te dis pas que toute la promo de Violette sera officier, mais en attendant, ils ont besoin de gens qui savent commander. C'est la guerre, en fait. C'est la guerre. Et ils n'ont pas assez de gens. Et ils ont besoin, quelque part, de ce côté un peu mode hybride, effectivement, comme disait Oriane, avec les flyers, où du coup, on est dans une optique d'unification et il faut qu'on travaille ensemble, les mains dans la main, parce que sinon, on s'en sortira pas. Si c'est les dragons d'un côté et les flyers de l'autre, ça marchera pas. Je pense qu'on a un vrai sujet sur les scripts quand même. Et qu'est-ce Parce qu'on que fait des scripts? Bah, pour moi, la porte d'entrée de tout ça, c'est Jessia, hein. On va pas se mentir, c'est elle qui crée l'histoire. Alors c'est vrai, après le problème c'est qu'il y a très très peu de scribes qui sont partis à Arecia. Et à Oui. mon avis, c'est quelque chose qu'il va falloir traiter. Bon, on a quand même compris à ce stade de l'histoire que c'est eux qui écrivent l'histoire et qu'ils écrivent n'importe quoi. En gros, qu'ils écrivent de la propagande. C'est vraiment ce que tu disais, Lucie, dans le premier épisode. L'histoire est écrite par les vainqueurs et le bras armé de ça, c'est eux. C'est tout le cadran des scribes qui ne fait que ça, qui fait de l'oubli volontaire, qui fait de la réécriture. Et en fait, tous ces scribes-là sont quand même encore là à la fin d'Iron Flame. Et ils sont majoritaires, alors que dans, Oui. dans le cadran des Riders, c'est moite-moite. Il y en a la moitié qui a déserté. Donc une fois qu'ils reviennent, on est un peu obligé de les reprendre tels quels. Alors que là, il y a Gésinia et je sais pas, je crois qu'il y en a peut-être deux ou trois autres qui sont partis rejoindre les rangs de la Révolution. Et quand ils vont revenir, en gros, ça va être un peu qui tout double. Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les fait taire? Est-ce que on passe à la question de Lucie? Donc oui, ma question à moi, elle concerne plutôt le livre dans sa globalité. Je trouve qu'il est plein de scènes assez étonnantes et surprenantes. Et du coup, je voudrais savoir quelle est la scène qui vous a le plus surpris, qui vous a vraiment pris au dépourvu. Et deuxième, pas deuxième question, mais sous-question, est-ce que vous allez vous remettre de la fin? Moi, une des scènes qui m'a le plus surprise, c'est le retour de Jack Barlow. Ça faisait vraiment le retour de la vengeance, voilà. Mais, alors, je savais que le Mender, Nolan, c'est ça son nom? Nolan et Varish étaient up to something et vraiment, genre, avaient un truc, avaient une bisbille, voilà. Mais je ne pensais pas à ça. Je pensais pas qu'ils étaient en train de mender Jack Barlow depuis des plombes. Et surtout, quand on voit ce qui se passe dans la suite de Iron Flame avec Jack, le fait qu'à un moment donné, il sauve Violette et tout, j'étais là, genre, mindfuck, enfin, vraiment global, genre, qu'est-ce qu'il revient faire là? Pourquoi c'est lui qui revient? Quel est le point de tout ça? Quelle est la finalité et tout? Donc, moi, vraiment, c'est le truc qui m'a le plus surprise. Et en plus, ça arrive à un moment où, genre, Violette l'apprend et en même temps, elle pense que Xaden a été violemment blessé. Et donc, elle se barre tout de suite sur le dos de Terran pour aller rejoindre Sgale pour savoir ce qu'il en est pour les deux. Donc, elle part sans avoir l'autorisation de partir et tout. Et elle n'a pas vraiment le temps de processer le fait que Jack fucking Barlow est revenu, sachant qu'elle lui a fait tomber une montagne sur la gueule et que globalement, c'est elle qui l'a tué. Donc, elle n'a pas vraiment... Et elle mentionne ça en passant à Xaden. Genre, vraiment, genre, ah, et au fait, dans toute la merde qui nous tombe dessus, il y a ça aussi, tu vois, et genre... Donc moi, ça m'a... Non seulement le fait qu'ils reviennent m'a surprise, mais le traitement, enfin, m'a surprise, donc voilà. Et est-ce que je vais me remettre de la fin? Oui, parce que je pense que Onyx Storm, dès le début, va adresser la fin de Iron Flame. Il y a pas d'autre solution que d'adresser la fin de Iron Flame dans le début de Onyx Storm. C'est tellement gros et énorme et immense. Vous n'avez pas peur que ça soit un préquel ou un spin-off? Comment je pète un câble? C'est horrible, ça me fait rire. On veut la suite. Alors, franchement, tu pètes un câble. Là, il nous faut la suite, en fait, les gars. Enfin, après, le titre laisse penser que ça va vraiment être la suite. Mais là, si elle me sort un préquel, franchement, on n'en a pas parlé dans le dernier épisode. Qu'est-ce qui vous ferait DNF? Là, tu me sors un préquel, peut-être je DNF. J'avoue. Mantro l'a fait, hein. Genre, entre l'épisode 2 et l'épisode 3, elle a sorti un préquel. Enfin, moi, j'avais envie de jeter le truc par la fenêtre et voilà. Ouais, enfin, jurisprudence Assassin's Blade, c'est exactement ça aussi. Et en plus, c'est tellement indispensable. Ouais, en fait, moi, ma théorie, c'est que Assassin's Blade, c'est un chapitre bonus qui a mal tourné. Hein. Très bien, tout à fait. C'est 6 mois, c'est ça, Iron Flame? Ouais, à peu près, je crois que ça commence vers c'est juillet, 6 mois, ça finit vers décembre. Ouais.
Ah ouais, donc en fait, ça se trouve, Onyx Storm, c'est deuxième année, deuxième partie. Hein. Ah bah ouais, ou même que 2 mois, j'en sais C'est rien. le deuxième semestre. C'est impossible qu'il résume la deuxième année comme si de rien n'était. Genre, ouais, on va finir et genre, vous allez graduate la deuxième année à Buzz comme si toute la partie Aricia, Rébellion, etc. n'avait pas existé sur la deuxième partie de l'année. C'est genre impossible. Et je me demande si Yaros, en interview, elle a pas dit la timeline totale, et c'est pas grand-chose, c'est même pas 3 ans. Sur les 5 bouquins. Ouais, faudrait que je le trouve, mais il me semble qu'elle l'avait dit dans une interview. En gros, en tout, ça se passe sur pas. Et c'est comme ça, on savait déjà que, en tout cas, Iron Flame, ça serait pas un an, une année scolaire non plus. Parce que Force Wing, c'est presque un an. Ouais, c'est une année scolaire en tout cas. C'est un an. Ouais. C'est un an, ils n'ont pas de vacances. Iron Flame commence très exactement à la graduation, à la remise des diplômes. Mais oui, des puisque troisième c'est là années. qui... oui. C'est C'est à la fin de Exactement. War Games. Effectivement. Et toi, Claire, t'en penses quoi? La scène dont je me remets pas, c'est bon, c'est un peu niche, mais c'est une scène d'engueulade, une des nombreuses scènes d'engueulade entre Xaden et Violette, mais c'est la scène où ils sont dans leur chambre et il veut la forcer à lui poser des questions. Il est fait plutôt en fait le mec mature parce qu'il se rend compte qu'il a failli la perdre et qu'il fallait qu'il se rattrape et tout ça. Mais là, il dérape complètement et elle lui dit mais quoi, est-ce qu'il y a des... Pourquoi tu me demandes s'il y a une hache, cachée dans l'armoire? Et il lui dit, mais t'as vérifié s'il y avait une hache cachée dans l'armoire? Dis-moi qu'est-ce qu'il y a dans l'armoire. Et hop, il lui sort avec ses ombres, là, il fait venir il y avait une dague, en fait, dans l'armoire, et il la lui fout sous la gorge. Du coup, je suis un peu perplexe avec ce moment, parce que là, je trouve que ça dérape un peu, ça part vers la dark romance. Bah, c'est ça, en fait, c'est ça le cousin de montre que Xaden. Xaden, il a un contrôle très relatif sur ses sentiments et sur ses réactions et que globalement, il fait quand même beaucoup semblant et que en fait, le naturel revient vite au galop quand même. Il est honnête et c'est quelqu'un qui est pas sympa à la base. Il le dit quand même, genre des gens vont mourir. J'ai aucun état d'âme avec le fait que des gens vont mourir parce que c'est la guerre. C'est plutôt dans les... En fait, elle lui reproche depuis le début de lui cacher des trucs. Il lui dit, ouais, ok. Et puis en plus, il manie... En fait, au tout début, elle est super vénère parce qu'il manipule un peu la manière de se racheter. Il lui dit, oui, maintenant, tu vas pouvoir me poser toutes les questions que tu veux, je te dirai toute la vérité. Puis après, il nuance, genre, oui, tu peux me poser toutes les questions que tu veux sur moi. Je te dirai tout ce que tu veux savoir sur moi. Et c'est ça qui l'énerve, elle. Et dans cette scène, en fait, je comprends pas trop où est-ce que lui, il veut en venir, qu'est-ce qu'il veut prouver, à part, en fait, lui prouver qu'il est détraqué. Donc, Pour moi, qu'il c'est est pas dans qu'il- une qu'il est ambiguïté. détraqué, c'est que son contrôle lâche à ce moment-là. Comme il le dit depuis le début, Violette est la seule qui est capable de lui faire perdre le contrôle. Est-ce qu'il lui laisse une sorte d'échappatoire, peut-être? ils ont vraiment un problème de communication, soit, mais là, dans cette scène, je ne comprends pas trop. Ça t'a pris par surprise au niveau du développement du personnage? Ouais, parce que je trouve que dans toutes les scènes où ils sont en conflit, ou même quand il la sauve de cette bagarre avec Kat, il est très rationnel, il arrive à vachement analyser les sentiments de Violette et à bien argumenter et à bien la rassurer. Et là, en fait, pas du tout. Il est complètement déstabilisant, ce qui est cool aussi, hein, parce que je trouve que c'est pas un personnage, il faut pas qu'il devienne trop lisse non plus. Mais je sais pas, j'ai trouvé que cette scène, elle m'a un peu sorti de ce Xaden qui essaye de se racheter à tout prix. Il casse un peu tout ce qu'il a essayé de réparer jusque-là. Et est-ce que je vais me remettre de la fin? Oui, parce que je pense que, effectivement, on va en reparler dans Onyx Storm, mais ça va prendre tout le bouquin. Moi, je pense que ça va pas se résumer à 2 chapitres, mais je pense qu'on va passer tout le bouquin à expliquer la genèse des venins, peut-être les faire moins voir de manière super manichéenne, parce que c'est pas, enfin, tout peut pas être aussi noir ou blanc. Ouais, enfin, déjà le fait qu'il devienne vénin parce qu'il puise dans la terre, parce qu'il veut sauver Violette. De fait, il y a un contrôle. Enfin, on va pas avoir la solution à ce problème dans un seul tome. Et tant mieux. Non, mais très bien. Enfin, on est d'accord. Oui, pour moi aussi, c'est une des longues plotlines, c'est une des longues intrigues du livre avec la structure de The Empyrean, etc. Et on va questionner toutes ces notions de justice, d'égalité, de ressources, etc., etc. Et toi, Oriane, c'est quoi la scène qui t'a le plus déstabilisée, prise par surprise?
Alors, vous allez mourir de rire. En fait, je pense que celle qui m'a le plus déstabilisée, c'est vraiment parce que je suis complètement con. Mais c'est le moment où Violette, Brennan et Mira décident d'aller chez le vicomte Tecarus. Donc jusque-là, tout va bien. Pof, pof, ils montent leur petite expédition en scred et tout. Ils se pointent, ils arrivent, trac. Ils répondent aux questions des flyers quand ils arrivent. Et là, d'un coup, pof, il y a Zayden qui est là. Et moi, je vous jure, pendant 2 secondes, j'étais là. Mais non, en fait, le vicomte Tecarus, c'est Zayden. Et je te jure, pendant En 2 mode secondes, Scooby-Doo, j'étais quoi. là. En mode Plein de Scooby-Doo. twists. Et donc, ça m'a vraiment pris, genre, le paragraphe d'après de dire en fait, c'est Sgaël qui a compris que Tern était en train de bouger. Et donc, d'accord. Mais vraiment, pendant 2 secondes, je vous jure que dans ma tête, cette pensée s'est formée et j'étais là, mais non. Non, moi, j'avoue que j'ai aussi été surprise. Pourtant, j'avais senti venir pas mal de trucs, dont le deuxième signé de Xaden. On en avait parlé plein de fois. Mais là aussi, pareil, j'ai été surprise. Genre, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais bon, je l'ai pas pris pour Tecarus quand même, mais... Je me jure que j'ai eu un énorme bug, vraiment. Et je pense que j'aurais pu accepter ce plot twist parce que j'étais à ce point-là dans le truc que franchement, Yaros, elle aurait tout pu me faire passer. J'étais prête à tout, c'était bon. Bref. Et la fin, comme j'ai lu Iron Flame en différé de vous et que j'ai assez abondamment commenté ma lecture sur la conversation du book club sur WhatsApp, quand j'approchais de la fin, vous étiez tellement en mode genre... ça va être un truc de ouf, que du coup, quand c'est arrivé, j'étais là, bon, bah, ok. Je comprends, c'est une expérience, c'est la hype, et ça arrive souvent, je trouve, avec les bouquins, surtout maintenant qu'on a BookTok, Booksta. Voilà, il y a vraiment un côté où tout le monde est là, c'est absolument génial, et du coup, toi, quand tu lis, t'es là, bah, je comprends pas, en fait, puis ça retombe comme un Et soufflé, aussi- alors. Et aussi, j'ai vu venir à des kilomètres la mort de Maman Sorengale. Je vous l'ai écrit dans le groupe chat. J'étais là, bon, je pense que C'est la mère vrai, Sorengale, c'est elle va vrai. rester là. Mais après, en vrai, je trouve que ça reste extrêmement bien traité. Ça a pas retiré une once de plaisir que j'ai lu à lire ce final, qui est vraiment un très beau final, d'une très belle intensité et tout. Et après, je suis comme vous. En fait, pour moi, à partir du moment où tu pars pour 5 tomes, bah, va bien falloir que tu envoies les watts sur ton intrigue, quoi. Et que Zayden, il devienne un venin. Bon, bah, c'est bien. On a 3 tomes pour résoudre le truc, quoi. Ça me paraît pas trop. C'est très bien. Allons-y. Je suis prête. Oui, ça serait arrivé dans le 4e tome. On aurait fait la gueule parce qu'on se serait dit, bah derrière, ça va être trop rapide. Mais c'est ça, alors que là, tu vas pouvoir construire plein de choses, tu vas pouvoir recroiser avec les recherches qui ont été faites par les Cordellas, tu vas pouvoir parler d'Adi Sorengale, enfin, c'est parfait. On a tout le temps qu'il nous faut pour traiter ce sujet. Et pour, Envoyez la sauce, je suis prête. et pour le plus grand plaisir de Claire, il va souffrir. Ajouter une précision sur ce truc, j'aime quand les personnages souffrent de leur histoire d'amour, principalement, pas quand on leur casse les genoux. Oui, mais là, leur histoire d'amour, qu'est-ce qu'elle va devenir? Ah bah oui, là, je suis en anticipation totale. Moi, la scène qui m'a le plus surprise, et c'est aussi ma préférée dans les scènes un peu surprenantes, et en même temps, c'est, à mon sens, la plus... Enfin, si drôle. J'ai ri, en fait. J'ai ri le moment où Nadine se fait passer pour Violette. J'ai vu ça vraiment, visuellement, c'était SAV d'Omar et Fred, l'imitation qu'elle en fait, dans ma tête, était mauvaise, exprès, hein, bien sûr, qu'elle la joue en mode, alors qu'elle commence à pas s'apprécier, mais en tout cas à se tolérer, elle a, oui, c'est moi, Violette et tout, regardez, c'est moi avec mes cheveux, machin, nanani, nanana, et squeak, c'est fait, mais... 2 secondes. Et là, en fait, C'est je me brutal. souviens avoir arrêté ma lecture, parce que je riais, et en même temps, j'étais là, mais pourquoi tu rigoles? Elle vient de mourir, c'est pas bien et tout. Enfin, et j'étais là, mais elle a osé quoi? Et comme quoi, les mauvaises imitations, c'est dangereux. Même encore là, dernièrement, en préparant le podcast, en l'écoutant, j'ai trouvé que la narratrice faisait pas assez pain beige dans son imitation de Violette. Alors, quand tu as posé ta question, moi, je me suis vraiment interrogée entre la scène où elle découvre que Jack Barlow est vivant et cette scène-là, qui, moi, m'avait énormément choquée. Pas du tout pour les mêmes raisons que toi, mais plus pour des questions Moi, j'ai trouvé ça choquant, en fait. Elle fait effectivement le côté pain bêche et tout, et tout à coup, le mec arrive et la snap, en fait. Ah, mais c'était... Moi, ça m'a pas fait rire. Ah ouais, c'est très Ouais, mais ça moi, m'a justement, vachement choquée. j'ai ri nerveusement aussi, je crois. Il y avait vraiment ce côté où la violence qui arrive là comme ça, d'un coup,
que tu te prends en Gratos. pleine face, gratuit, alors qu'on est dans un environnement où la violence est déjà à un niveau très élevé. Et là, tu grimpes encore à un niveau, ça vient de nulle part. Tu vois pas venir. T'as zéro montée en pression. C'est ça. Et moi, c'est le côté, mon cerveau a bloqué sur l'imitation pourrie, donc j'ai ri, mais nerveusement, parce que j'étais là. Elle vient de crever, alors que... Et c'est le moment où je me suis dit, en fait, voilà, il y aura zéro hésitation. En même temps, déjà, avec Liam, on avait... Voilà, surtout que sur les chapitres précédents, elle parle vachement de Nadine, en fait. Elle fait monter le côté, tu as raison. on connaît Nadine, ça y est, Voilà. on sait ce que Nadine pense, en tout cas, on sait ce que Nadine dit. Mais ça anticipe exactement ce que Violette ensuite fait en disant, je veux plus connaître le nom des gens parce qu'ils vont crever. Lucie, est-ce que tu as répondu à la question sur la fin? Alors moi, la fin, je suis pas quelqu'un qui, en général, arrive à anticiper les plot twists comme ça. Donc j'ai été assez surprise par cette fin qui, ensuite, m'a vraiment permis, lors de ma première relecture, de chercher tous les petits indices comme ça. Donc moi, je suis persuadée que, en fait, il y a carrément un élevage de venin sous Basgate, je sais pas, dans la cave, quelque chose. Enfin, en tout cas... il n'y a pas que Jack, il n'y a pas que celui qui a buté Nadine. Enfin, voilà, ils sont plusieurs. Évidemment, hein, je suis d'accord avec vous. On va partir tout de suite au mois de janvier, là, au Nick Storm. Comment sauver Zayden de tout ça. Clairement, je suis assez curieuse de ce que ça va donner par rapport à son lien avec Skye, avec Tern, avec Violette, tout ça. Bon, évidemment, hein, je pense que c'est des questionnements assez standards. Ça m'a surprise. Après, j'étais pas en PLS comme j'ai pu voir certaines personnes sur les réseaux après cette fin. Je suis assez curieuse voilà, d'avoir des retours de nouveau avec la sortie en français. Parce que voilà, oui, j'étais surprise. Je suis pas inquiète parce que je pense, contrairement à plein de gens d'ailleurs, que Violette et Zayden sont endgame. Après, je serais pas étonnée qu'ils meurent tous les deux dans le 4e tome ou une connerie comme ça. Plus rien ne me surprend. Mais non, en tout cas, même s'il y a une vague séparation, où on pense qu'elle va se mettre avec quelqu'un d'autre, et clairement, voilà, ils vécurent heureux et eurent beaucoup de petits dragons. Claire, est-ce que tu veux nous poser ta question? Alors moi, ma question c'est quel serait votre conseil thérapie de couple pour Violette et Xaden? Parlez-vous, grandissez. Oui, Blandine, c'est ça ta réponse? À peu près 90% de leurs problèmes sont le fait qu'ils aient 21 et 24 ans et qu'ils sont petits, quoi. C'est des bébés et ils se parlent pas. Et après, je trouve que Zayden est plus mature qu'elle, mais forcément, il est un peu plus âgé. Et elle, beaucoup de ses problèmes viennent quand même de ses insécurités, très clairement. Et ça, c'est lié à son âge. Donc voilà, moi je leur dirais, mais je pense que je suis pas la seule à leur dire, très clairement, dans tout Iron Flame, genre Imogen, une de ses phrases les plus, c'est genre elle regarde Violette de haut en bas et elle est en mode, sinon parlez-vous, tu vois, genre vraiment elle est en mode, genre quand elle parle un peu de Xaden où elle est là genre, ah non mais je veux rien entendre sur lui et elle est là genre, à moins que tu me dises que enfin vous vous êtes parlé, parlez-vous, grandissez, ça va bien se passer. Et toi, Oriane, c'est quoi ton conseil? Alors, opinion controversée, mais moi, je pense pas qu'ils ont spécialement de problème, hein. Moi, je trouve que ça va, tu vois, rapport au fait que, bon, ils ont quand même du pain sur la planche. Il y en a un qui est en train de lider une rébellion d'un côté, l'autre qui essaie de faire une espèce de cours de cursus intensif en 3 ans pour sortir diplômé de dragonnerie. Bon, je comprends qu'ils sont un peu occupés. En fait, leur relation, elle est aussi très, très jeune. Ils n'ont pas tant que ça de temps, comme le dit très justement Zayden dans le tome 1, pour aller faire des balades au clair de lune et se parler de leur vie mutuelle. Je veux dire, ils en sont au point où ils ont une relation épistolaire à un moment donné. T'es là, bon, vraiment, c'est que on en est là, quoi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que tu vois, il y a plein aussi de conversations qui sont décrites comme des fights, où moi, je lis la conversation et je suis là, bah non, c'est une conversation, quoi. Je sais pas, genre, quel est votre problème Moi, je trouve pas que ça ressemble à des disputes, tu vois. Je trouve que ça ressemble à une communication, certes, un petit peu hachée parce qu'il y a de l'affect dedans, mais à rien d'affolant, quoi. Tu vois, je trouve qu'ils y Alors, arrivent. quel serait vos conseils de thérapie de couple pour Oriane? Non, mais je suis d'accord avec Oriane, ce qui est décrit comme des disputes et qui nous semble être surtout des discussions. Je pense que c'est aussi dû au fait qu'on voit tout ça à travers les yeux de Violette, je suppose, hein, même si c'est à travers des signaux et tout ça.
Pas que, parce que c'est aussi dans les mots de Xaden. Xaden, il dit souvent, ok, d'abord on fait ça et ensuite on fight, tu vois. Oui, mais est-ce vu qu'il la cherche pas un peu, tu vois? Après, moi, j'avoue, je sais pas si j'aurais des conseils de thérapie de couple à leur donner, mais je peux dire que pendant Iron Flame, en tout cas concernant leur relation à tous les deux, Violette, elle m'a saoulée. Mais oui, elle est Oui. chiante. Elle est chiante. C'est pas elle est chiante, je veux pas tout mettre sur son dos, mais à un moment, j'étais là, de quoi tu parles, meuf? À quel moment, toi, qui es intelligente, sensée, qui, oui, certes, est dans une situation où tu découvres qu'il y a une rébellion et tout ça, tu t'en prends plein la gueule en termes de nouvelles informations. À quel moment tu réagis pas quand il te dit je peux pas tout te dire? C'est trop dangereux, sachant qu'elle fait exactement la même chose avec ses potes pendant tout Oui. le bouquin. Elle est là, je veux pas parler à Rhiannon, elle arrête pas de dire oh là là, je vois notre relation s'effilocher. Elle fait tout le temps des références à ça. Tu veux pas lui dire la vérité, ce qui est totalement justifié. Non, mais voilà, moi j'allais dire aussi, tu vois, j'ai dit tout à l'heure, Violette, elle est chiante. En vrai, je suis pas sympa. En vrai, j'ai 35 ans. En vrai, j'ai été Violette. Je suis honnête, j'ai été Violette. Je suis Violette. Je suis... Mais non, mais moi aussi, j'ai été cette gosse de 21 ans, tu vois, avec plein d'insécurités, qui se posait 3000 questions sur la vie, folle amoureuse d'un mec, à des points où tu fais n'importe quoi, où tu dis n'importe quoi, où tu comprends pas ce que l'autre y ressent, alors que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Enfin, bon, voilà. Et après, je trouve que c'est quand même un très bel exercice d'écriture de ce que ça peut être une jeune relation, du point de vue de quelqu'un qui est en construction, et au final, tout The Empyrean, pour le moment, c'est du point de vue de Violette. Et donc, l'histoire, c'est comment Violette, elle grandit. C'est vraiment ça, le sujet. C'est l'arc de Violette, en fait. C'est quelle personne elle est en train de devenir. Il y a eu beaucoup de choses dans le tome 2 au sujet du contrôle de ses émotions, alors via le prisme de son signet, de son pouvoir, parce qu'il y a un lien direct entre les deux. Mais c'est évident que c'est pas seulement ça le sujet. C'est une histoire humaine de Violette qui grandit, change de lien avec ses émotions, qui grandit dans sa relation amoureuse avec ses amis d'un côté, et c'est à ça que sert Rhiannon, à lui renvoyer ce qu'elle pourrait être si elle le décidait aussi, qui grandit dans sa relation amoureuse avec Xaden, qui grandit dans sa relation avec ses frères et sœurs, parce qu'elle shift aussi dans sa position avec ses frères et sœurs, en arrêtant de les laisser fonctionner juste en tandem. Pour moi, c'est vraiment ça le cœur du truc, quoi. C'est un roman d'apprentissage. Bien sûr. Et toi, Claire, par rapport à ta question? Moi, mon conseil, ce serait de prendre Imogen comme thérapeute. Je suis d'accord. Oui. Parce que c'est quand même elle qui a les meilleurs conseils. En plus, elle a vraiment juste envie qu'on vous le claver. Mais oui, je vais pas répéter tout ce qu'on a dit sur Imogen un peu plus tôt, mais ouais, vraiment super personnage. Et puis, je trouve dans une discussion avec Violette, avec elle a pas du tout envie de prendre part, mais elle lui donne quand même juste les meilleurs conseils. Il faut qu'ils se parlent, il faut qu'elle parle à ses amis. C'est pas parce que Xaden n'a pas d'amis, enfin ne parle pas à ses amis que si ça marche pour lui, tant mieux, mais ça marche pas pour Violette, faut pas qu'elle le fasse en fait. Et donc à partir du moment où elle parle à ses amis, où elle leur avoue tout se débloque et elle débloque presque toutes ces situations, bon pas instantanément, mais au moins elle a de l'aide, ce dont elle avait besoin depuis le début. Voilà, elle lui dit aussi de relativiser le concept de confidentialité des infos sensibles. Ils sont quand même dans l'armée, enfin. Effectivement, Je pense qu'ils ont eu un méga contrat de RGPD, je pense à toi. Mais oui, enfin, évidemment qu'il va pas pouvoir tout lui dire. Je pense que c'est la base. C'est la base, en fait. Je vois pas pourquoi elle pète un câble. Il est d'accord pour lui dire tout ce qu'elle veut sur lui. C'est quand même ça qui l'intéresse, elle. Donc, Imogen, ouvre ton cabinet. Et sur ces bonnes paroles, maintenant qu'on a répondu à toutes les questions, l'heure est venue de vous dire au revoir. Et ce n'est pas fini, le prochain épisode du Fond du Chaudron sera consacré à un palais d'épines et de roses à Cotard. Si vous aussi vous avez des théories incroyables sur les plus gros aspects du plot, n'hésitez pas à nous en faire part sur Instagram. Suivez le compte Le Fond du Chaudron, tout attaché. Et bien sûr, si vous connaissez quelqu'un qui a adoré Iron Flame ou qui, comme vous, attend la sortie du tome 3 Onyx Storm, partagez-lui cet épisode. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de lire les livres qui se trouvent déjà dans votre pile à lire et à bientôt. Alors si je suis obligée, parce qu'au milieu de la scène,
la porte de l'armoire gémit, et clairement, il n'y a pas que la porte de l'armoire.